Bonjour à tous. Alors, l'idée qui était à l'origine de cette communication, c'était de présenter, mais de manière très concrète, la démarche que nous avons entamée il y a maintenant à peu près 2 ans au service archéologique du Calvados. En introduction, je vais essayer de ne pas être trop long. On a déjà eu l'occasion de présenter la démarche dans le cadre d'un article de la revue Culture et Recherche, dont on a parlé tout à l'heure, le numéro du printemps-été 2024. Qui avait une thématique justement, vous avez la couverture ici, urgence écologique, la recherche à l'épreuve, une revue que je vous invite vraiment à consulter. Au-delà de notre article, bien évidemment, il y a plein d'articles très très intéressants. On a mis le lien à la fin du PowerPoint pour que vous puissiez récupérer l'article si vous le souhaitez. Donc l'idée, c'était de ne pas forcément repartir sur les origines de la démarche, etc., mais très brièvement quand même vous l'expliquer un petit peu pour mieux comprendre après le propos de mes collègues qu'on a essayé d'orienter vraiment de manière très, très concrète. Rapide mise en contexte, donc, le service du Calvados, donc on est 10 permanents, on bénéficie de contractuels, à peu près une quinzaine de contractuels en fonction de l'activité pour renfort temporaire d'activité. Côté archéologie préventive, on a une activité où on réalise en moyenne 40 diagnostics par an, 3 à 5 fouilles préventives par an également. Voilà pour le contexte en ce qui nous concerne. Alors la RSO, vous en avez déjà probablement entendu parler, juste un petit mot pour vous remettre dans le contexte. On parle donc de responsabilité sociétale des organisations. Vous avez également l'acronyme RSE pour la version entreprise. Concrètement, en fait, c'est la responsabilité qu'ont ces organisations, quelles qu'elles soient, vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. En d'autres termes, ça désigne en quelque sorte la contribution de ces organisations par rapport aux enjeux du développement durable. Alors, le concept, il n'est pas du tout neuf, ça a été défini dans les années 50, ça a fait tout un chemin au niveau international à l'ONU, le sommet de Rio en 92, et ensuite ça fait l'objet d'adaptations législatives au niveau en tout cas pour notre secteur géographique, au niveau de la Commission européenne, au niveau de l'Europe et au niveau de la France. Voilà pour le cadre général. En ce qui concerne le Calvados, on est rentré dans cette démarche-là il y a 1 an et demi, 2 ans, presque un peu plus de 2 ans. La dynamique réelle vraiment a été amorcée il y a 2 ans. L'idée, c'était vraiment à l'origine, on a bénéficié d'un projet de notre collectivité de créer un nouvel établissement culturel dans un château du 8e siècle qui appartient à la collectivité, donc entre Caen et les Côtes de la Manche. Donc projet culturel, d'établissement culturel autour de 2 valeurs principales qui étaient en fait l'accessibilité universelle et le développement durable. Et dans ce cadre-là, avec le déménagement des services, je ne rentre pas plus en détail sur le projet qui est assez important en lui-même. Mais dans ce cadre-là, on a bénéficié, tous les agents de la direction culture, d'une formation, d'un accompagnement par un cabinet extérieur spécialisé dans tout ce qui était RSO, pour pouvoir au moins avoir une sorte de formation un peu accélérée sur les problématiques, le vocabulaire, qu'est-ce que ça impliquait. Et comme on avait des niveaux de connaissances très différents en fonction de nos vies, etc., ça a permis justement d'avoir un espèce de socle commun. Au-delà de ce projet-là, au niveau de la direction, l'idée était de pouvoir, entre nous, au service archéologie, de le développer. Et comme le ruissellement, il ne se fait pas forcément automatiquement, on s'est dit on va s'en saisir complètement pour pouvoir voir dans nos actions. Et on a trouvé une bonne porte d'entrée. C'est un petit peu justement le petit schéma que je vous ai posé en bas à gauche. On parle souvent de piliers. L'idée, c'est que ce n'est pas résumer la RSO uniquement à l'aspect environnemental. Parce que dans une démarche quelques années précédentes, on était tous un peu pareil, on tentait des choses, etc. Et on avait du mal à faire... prendre ça, il n'y avait pas de lien en fait, il n'y avait pas de lien. Alors que là, la démarche RSO nous permet de pouvoir lier et d'aller dans une même direction pour différentes problématiques. Et donc notre choix, en fait, c'était une mise en place vraiment d'un travail collectif au sein du service, en faisant appel aux bonnes volontés, en expliquant aux gens votre problème, etc., de pays ou de fonctionnement, de pratiques, etc., professionnelles. Si on va tous y réfléchir, on peut trouver la solution de manière collective. Et on a pris la décision d'aller sur un axe justement, pas uniquement éco-responsabilité, mais disons l'idée c'était d'améliorer les conditions de travail, garder toujours un haut niveau de qualité de service rendu et de qualité de travail. Et l'idée aussi qui était derrière, qui était assez importante, c'était de pouvoir retrouver du sens, non pas qu'on le perdait systématiquement, mais en tout cas dans un certain nombre de nos actions, en tout cas dans la façon de procéder, on se rendait bien compte qu'on était un petit peu en décalage, on était un petit peu dans cette démarche de conservation, anxiété conservatrice, comme le disait Vincent, et parfois pas assez le temps pour pouvoir se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait ces gestes-là, d'autant plus que le geste n'est pas forcément toujours passionnant. Donc voilà le contexte global. Et deuxième conjonction d'opportunités, c'est en parallèle l'obtention l'année dernière d'un gros chantier au niveau du service, donc toujours avec notre volume d'activité habituel. On a obtenu une fouille préventive de 6 hectares pendant 6 mois que Vincent a réalisé en périphérie de Caen.
un chantier avec ses propres contraintes. Et donc l'idée, rapidement, qui est apparue, c'était de pouvoir mener notre réflexion globale et se servir de ce chantier-là comme d'un espèce d'espace de test, tester nos applications. Et puis on s'est servi des contraintes inhérentes au marché, à ce chantier-là, pour pouvoir essayer d'adapter les solutions. Donc, comme le disait Grégory, donc il s'agit de la fouille préventive de Douvres-la-Déville-Livrande, qui est juste à côté de Caen. Et ça a été véritablement un terrain d'expérimentation pour repenser nos méthodes de travail. Donc, très intéressant pour nous à plus d'un titre, parce qu'il s'agit d'un chantier à grande échelle, donc 6 hectares, et sur le temps plutôt long, donc 6 mois sur le terrain, et avec plusieurs contraintes, donc une contrainte de calendrier, donc comme vous pouvez le voir, 6 mois de terrain, rebouchage compris, avec un plan de charge du service à cette époque-là qui est assez important, enfin, en tout cas pour nous, toute proportion gardée. Il faut savoir qu'en même temps que la fouille de Douvres, il y a eu 8 opérations en simultané, et cette fouille-là a été suivie de deux autres fouilles. Le personnel est passé de 20 personnes en moyenne à 40 archéologues et autres à cette époque-là. Et donc vous imaginez bien que face à cette charge de travail, ce plan de charge du service, il manque de la place. Comme vous pouvez le voir en bas sur la photo, vous imaginez bien que rentrer 9 postes fouilles dans cette petite salle de lavage, c'est assez compliqué. Donc la solution qui s'est rapidement imposée a été de casser le diptyque fouille poste fouille en installant directement une base opérationnelle de poste fouille sur le terrain, comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à gauche avec ce container bleu. Donc les objectifs théoriques et de départ étaient de laver l'ensemble du mobilier dès la phase de terrain et de l'inventorier, ce qui permettait dans la foulée d'assurer un meilleur suivi des conditions de conservation, qui m'intéresse particulièrement en tant que gestionnaire des collections, mais aussi mes collègues pour l'étude ensuite, et comme le rappelait Grégory en introduction, d'améliorer les conditions de travail de l'équipe, éviter des mois de traitement du mobilier en post-fouille et de proposer de diversifier les tâches sur le terrain en proposant par exemple une journée de lavage par semaine, ce qui permet de reposer les corps, ce qui n'est pas un luxe quand on fait 6 mois de terrain. Donc une problématique en entraînant une autre. Certes, on veut laver le mobilier sur le terrain, mais comment on fait? On n'a pas d'eau. Donc la solution qui a été trouvée, c'était d'utiliser de l'eau de pluie pour laver le mobilier. Alors c'est de l'eau de pluie filtrée, comme vous pouvez le voir sur le schéma en bas, avec un système de bâches qui récupère l'eau entre les deux containers. Alors ce que vous voyez ici, c'est la 3e version. La première version résistait pas du tout aux rafales de vent qu'il pouvait y avoir sur la côte normande, donc les bâches pouvaient s'envoler. La 2e version, beaucoup trop résistant, donc les bâches se déchiraient. Et la 3e solution est un bon compromis. Et la clé de la réussite et de l'évolution de ce système a été vraiment la participation de l'ensemble de l'équipe, parce qu'en général, quand quelqu'un a un problème, c'est cette personne-là qui trouve la solution. Donc la participation collective a vraiment permis de faire évoluer les pratiques et de les améliorer. Et le fait de laver le mobilier directement sur le terrain permet de limiter les allers-retours à la base pour nettoyer le mobilier et de remplir la citerne. Donc il faut savoir que contrairement à ce qu'on peut penser, en Normandie, il ne pleut pas tout le temps. Donc sur le chantier de Douvres, on n'a pas forcément eu d'eau dès le départ, donc on a approvisionné avec une citerne de 500 litres, mais ce qui a très largement suffi pour traiter l'ensemble du mobilier sur ces 6 mois. Le second objectif était aussi de limiter un maximum l'usage du plastique sur le terrain. Et pour ce point, je vais laisser parler Vincent. Oui, c'était vraiment une des commandes en commençant le chantier de Douvres. Vous m'entendez? Oui. C'était de limiter l'emploi de ces sachets plastiques. On voyait bien qu'ils s'empilaient à n'en plus finir, non seulement sur le terrain, mais aussi dans nos locaux. Et on a fait un rapide calcul. Je pourrais vous donner les détails si vous y tenez, mais je suis sûr que si vous faites votre examen de conscience, vous savez bien qu'on change facilement de 2 à 4 fois de sac pour un objet tout au long de notre chaîne opératoire.
Et alors, cette idée de changer de contenant pour le ramassage du mobilier, c'est qu'elle part quand même d'un constat. L'emploi des mini-grippes est rapide, pratique et peu coûteux. C'est bien pour ça qu'on le retrouve partout. Il ne doit pas nous empêcher de nous interroger sur notre frénésie de consommation du plastique. Alors vous allez me dire, la réponse que je vais vous proposer, c'est encore du plastique. Mais étape par étape. On s'est rendu compte, attends, pas encore, on s'est rendu compte que ces sacs en plastique sont des contenants aussi qui sont propices à des comportements de mauvais usage. Alors, je ne vous juge pas, je suis moi-même un mauvais élève en la matière. Les sacs utilisés à la chaîne sans se soucier du bon format du contenant, qui se salissent vite, ne permettent pas de se rendre compte réellement des objets contenus, propices au regroupement sans tri des types de mobilier, parce que quand vous écrivez vite fait sous la pluie, le marqueur ça marche pas, alors vous faites qu'un sac et on met tout dedans, on verra bien après. On l'a tous fait. Je vous parle pas de ces sacs qui, au bout d'un moment, nous encombrent et qu'on met au fond d'un seau avec la rasette, les balais, et ah, c'est bizarre, c'est un peu écrasé, etc., etc. Et un des aspects aussi particulièrement néfastes, c'est ces objets dont on ne sait pas exactement d'où ça sort, qu'on met dans un sac. Ah, ils sont protégés, on met un clou et bah oui, comme ça on perd pas l'emplacement d'où ils viennent. Et puis on les oublie jusqu'au ramassage prochain, éventuellement le mois ou la décennie prochaine. Et donc, en partant de ce constat, on a cherché un autre type de contenant, qui sont ces petites boîtes jaunes en plastique rigide. Dans l'immédiat, c'est sûr que le poids en plastique est supérieur, mais à terme, à moyen terme sans doute, ça va limiter notre consommation de plastique. Dans l'immédiat, ces boîtes apportent un vrai plus pour la conservation du mobilier, ce qui n'est quand même pas anodin. Pas d'effet d'étuve, pas de mobilier caché, hein, c'est ouvert, donc on le voit. Pas de boîte qui traîne. Leur couleur et le fait qu'elle soit ouverte ne permet pas l'oubli, parce qu'il n'y a pas l'illusion que c'est protégé dans le sac, puisqu'elles sont ouvertes. Et de ce fait-là, alors c'est sûr que ça nécessite une organisation qui est un peu différente. Sur le chantier, on organisait un ramassage. Chaque jour, il y avait une personne désignée pour le ramassage et qui faisait le tour du chantier 1 ou 2 fois par jour. Voilà. L'avantage, puisque le poste fouille était proche, c'est que l'aller-retour n'est pas si long. Ça permet, puisque chacun est responsabilisé, de ranger correctement. C'est pas vite fait, on empile les seaux à la fin de la journée. Et donc, tout ça participe d'une meilleure prise en compte du mobilier. Il y avait aussi un gros enjeu pour nous par rapport à la céramique, qui est proto-historique, fragile. Et donc, le fait de le mettre dans des contenants plus rigides a permis que la céramique soit moins soumise à des fractures. Vous allez voir que du coup, le fait que ça soit ouvert et que ces boîtes-là, on en a un stock limité, elles ont un avantage aussi qui est organisationnel, puisque, je ne vais pas vous mentir, hein, avoir à gérer un chantier où en même temps c'est le terrain et la poste-fouille, bon, ça rajoute un petit peu de surcharge mentale, mais le système des boîtes, c'est juste un système d'alerte. Vincent, on n'a plus de boîte. Bon, faut qu'on mette le paquet sur le poste-fouille, il faut qu'on compense. Et en fait, une fois que tout le monde a intégré le fait qu'il y avait un nombre limité de boîtes, si vous voyez que le stock diminue, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1 ou 2 volontaires pour le poste-fouille ce jour-là, il en faut 3 et on rééquilibre. Dans ces questions de rééquilibrage, et je me dépêche, on a aussi expérimenté des échecs. On s'est vite rendu compte qu'il y avait un engorgement pour le traitement du mobilier parce que le mobilier ne séchait pas dans un container. Donc je vous le dis, si vous êtes tenté par l'idée d'une base vie, il ne faut pas le faire dans un container. C'est pour ça que le chantier suivant, on se nourrit d'expérience. Douvres étant un chantier d'expérimentation, les chantiers suivants, comme Giberville, on a
opté pour des containers, enfin des bureaux, des bungalows qui sont ouverts. Et alors que l'automne a été franchement pluvieux, ça a séché beaucoup plus vite qu'à Douvres. Suivante. Le deuxième point qui me semblait important de soulever dans ces méthodes qui demandent à être questionnées, c'est la question des décapages et remblaiements. Premier constat, bouger de la terre comme ça, c'est un gouffre économique et une aberration environnementale. On déplace des tonnes et des tonnes de sédiments pour finalement être, surtout dans le cas de l'archéologie rurale, être remise en place. Donc, je suis comme tous les autres sur un chantier d'archéologie rurale. Je suis quand même bien content d'avoir une super couverture ou une photo d'introduction pour mes conférences avec le décapage intégral en disant « Vous avez vu, j'ai la plus grosse fouille ». Mais... non, ça m'est venu. Mais à l'usage, ça se révèle pas être du tout un système, alors oui, certes, qui flatte, mais à l'usage, c'est pas si opérant que ça, parce que de très grandes surfaces ouvertes d'un coup, alors certes, ça permet une lecture à un instant X, mais dès qu'il pleut, dès que ça sèche, dès que les plantes poussent, on perd tout le bénéfice. Et donc, ça nous a permis de réfléchir à la question du roulement des terres. Autrement dit, de la même manière qu'on a regroupé fouille et post-fouille, on regroupe décapage et remblaiement. On commence par ouvrir une fenêtre suffisamment grande pour avoir une compréhension, une gestion efficace des équipes et du calendrier. Dès que la fenêtre est soldée ou en passe de l'être, les engins commencent à reboucher en même temps qu'on ouvre la fenêtre suivante. Ce qui fait qu'au lieu de transporter la terre à des kilomètres et de faire un aller-retour, la terre ne fait qu'un aller. Et ça, mine de rien, c'est colossal, surtout quand sur de grands chantiers comme ça, quasiment un tiers, voire 40% du budget, c'est les moyens mécaniques. Vous imaginez les économies colossales que l'on peut faire. Ce n'est pas tant l'idée de faire des économies, c'est que derrière, ça dégage des moyens, notamment mécaniques, pour pouvoir fouiller plus. Et c'était vraiment la philosophie qu'on a essayé d'appliquer, alors pas très bien à Douvres, mais beaucoup mieux sur les chantiers suivants, en se nourrissant de l'expérience de Douvres. Bon, en plus, il y a d'autres aspects sur lesquels on peut réfléchir, mais ça, si vous voulez, on y répondra dans les questions sur le type d'engin qu'on utilise. Moi, le tractobène, je trouve ça bien parce que c'est une solution très souple. Mais par contre, objectivement, ça s'enfonce, ça peut vraiment s'enfoncer. Le scrap, ça peut être une bonne alternative, mais il faut savoir que c'est une prise de risque parce que ça coûte très cher dans la journée. Donc si le scrap tourne bien, c'est formidable. Par contre, dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, tout de suite, vous voyez vos moyens, votre enveloppe pour les moyens qui s'envole complètement. Donc voilà, on en reparlera. Suivante. Et donc voilà, pour revenir à une illustration sur cette idée qu'on peut tout à fait fouiller, continuer à fouiller certaines zones tout en remblayant celles qui sont déjà soldées derrière. Et au niveau de l'apparat, je ne sais pas finalement laquelle des deux photos est la plus lisible. Là, celle de gauche, c'est une mosaïque de photos par drone. Et à droite, c'est une photo d'un instant T, mais avec la pluie, vous vous retrouvez avec d'énormes bandes blanches. Je parie que c'est ce que vous voyez en premier sur la photo, ce qui prouve que l'idée que le grand décapage nous donne plus d'infos n'est pas forcément une réalité. Notre réflexion s'est aussi portée sur l'enregistrement des données de terrain. En premier lieu, sur l'identification des structures, en limitant, voire n'utilisant plus du tout les bombes de peinture. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, donc on va éviter d'utiliser la peinture. Comme vous pouvez le voir en bas, on a fait plusieurs tests en chanfreinant les structures et en les bombant. Après une bonne averse, on ne voit quasiment plus la peinture. Par contre, le chanfrein, lui, reste.
Donc la solution qui a été trouvée, donc, ça a été de systématiser le chanfreinage et l'utilisation de petits drapeaux de couleurs, comme vous voyez sur la photo au centre, avec un système de code couleurs. Par exemple, en rouge, les structures à relever et en jaune, les structures à sonder. Donc cela présente un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est que lorsque le topographe vient sur le terrain, il voit tout de suite ce qu'il a à faire, mais aussi pour les équipes, pour avoir un suivi régulier et visuel du travail à faire. Alors ce système-là est possible à condition que le topographe passe régulièrement sur le terrain pour pouvoir faire son relevé. Dans le cas de Douvres, par exemple, la topographe était là quotidiennement. Et c'est aussi possible grâce à un outil technologique qui est QField, qui permet d'avoir des plans quasiment en simultané, qui est aussi un bon palliatif au fait d'avoir un décapage en mosaïque, même si une partie du terrain sondé et rebouché n'est plus visible à l'œil nu, au moins il est toujours disponible sur l'application QField. Le second levier qu'on a actionné, et pas des moindres, ça a été de réduire drastiquement la quantité de photos sur le terrain. Vous savez tous, avec le numérique, on a tendance à faire énormément de photos en espérant qu'il y en ait une de bonne. En général, il y a 4-5 photos de la même structure, à 5 cm de décalage, mais elle est floue, la mire n'est pas forcément bien positionnée. Donc l'objectif était vraiment pas de ne plus faire de photos, mais de véritablement remettre du sens dans nos pratiques, de prendre le temps de faire cette photo. Et à titre d'exemple, quand l'équipe joue vraiment le jeu, vous avez en bas à 2 chantiers équivalents, l'un réalisé en 2016 et l'autre en 2024. Vous voyez la différence. En 2016, près de 6000 photos faites pour 946 photos conservées, versées au SRA. Ce qui est un ratio de une photo conservée pour 6 faites. Ce qui représente un volume de 34 gigas, qui n'est pas rien. Et Giberville, où l'ensemble de l'équipe a joué le jeu, où 900 photos ont été faites et 450 conservées. Ce qui implique aussi une réduction du temps de traitement. Il n'y a pas un agent qui passe 3 mois à trier et à supprimer des photos en post-fouille. Alors pour être tout à fait honnête, il faut que le responsable d'opération et son équipe jouent le jeu. C'est encore tributaire du sentiment d'urgence qu'il peut y avoir sur le terrain, la photo du « au cas où », qui est terrible, et ce sentiment aussi de conservation qu'on a pu aborder plusieurs fois au cours de ces journées. Donc il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Et le troisième point, ah oui, bien sûr. Donc on a développé en interne une application, un logiciel qu'on a nommé ARSIS. Les moteurs de départ étaient le bien-être, éviter de ressaisir plusieurs fois des inventaires, donc une fois papier, ensuite sur le terrain, en post-fouille et normaliser pour répondre aux normes SRA. Augmenter la qualité scientifique, tout bêtement, en ne recompilant pas 50 fois les mêmes inventaires, on limite le risque d'erreur, et faire face à l'augmentation des normes imposées par l'État, qui est assez important. Donc cet outil-là, vous avez une capture d'écran, je pourrais vous montrer une petite vidéo de démonstration. On a ramené une tablette aussi, donc à la pause on pourra faire une petite démonstration si vous le souhaitez. Donc c'est une application mobile où on peut faire on peut saisir les informations sur le terrain et les retraiter en post-fouille. Et ensuite, il y a une seconde application qui est web, qui nous permet de générer automatiquement les inventaires, qu'ils soient bruts ou directement aux normes SRA. Ce qui est un gain de temps pour les équipes considérable et un confort aussi d'utilisation. Je te passe la main pour la parole. Juste pour finir, vous avez l'occasion de voir quelques liens qu'on vous a mis pour rester dans le côté toujours pratico-pratique. Perspective pour nous, l'idée c'est vous avez bien compris, c'est pas non plus la révolution permanente, mais il y a quand même une démarche d'interrogation, de réflexion, de revenir sur ce qu'on a fait parce que ça n'a pas forcément bien fonctionné pour la première version, etc. Donc ça peut paraître parfois un peu inquiétant, angoissant de se dire que ça va être des réflexions à continu qui n'auront jamais de fin. En fait, si ça se stabilise, on a d'autres problématiques qui arrivent, etc. Et on travaille au fur et à mesure, chaque chose en son temps. Donc l'idée pour nous, ça va être de pousser la réflexion sur d'autres points de notre travail, en particulier autour de la thématique cette partie de la post-fouille et notamment aussi pour les diagnostics, parce que ce qu'on vous a montré, les petites boîtes jaunes, etc., ça fonctionne sur une fouille, mais c'est beaucoup plus complexe quand c'est en diagnostic, avec les problématiques justement de déplacement, etc.
Aussi, le perspective, c'est l'ouverture sur d'autres gros chantiers l'année prochaine qui risquent de s'orienter plutôt sur le milieu urbain, sur Caen, Bayeux et Lisieux, avec justement essayer de déterminer, adapter cette réflexion-là globale sur cette gestion éco-responsable dans un milieu urbain avec ses contraintes propres. Donc voilà pour les perspectives. Et la conclusion, c'était juste pour rapidement synthétiser. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une solution utile pour être vertueux écologiquement et de manière assez large au point de vue RSE. On s'habitue, il faut s'adapter à chacune des situations rencontrées. C'est souvent la contrainte qui entraîne la réflexion et qui ensuite elle-même entraîne la détermination de solutions. Mais globalement, peut-être les points plus principaux, ça reste d'essayer de privilégier la sobriété. Essayer de travailler sur des solutions simples, parce que quand elles sont simples, on peut plus facilement les reproduire sur d'autres opérations. Elles seront toujours un peu adaptées. Il n'y a pas de solution miracle, etc. Et effectivement, ce qui peut fonctionner par rapport à la diminution de plastique sur tel type de chantier, sur un autre chantier, peut-être que ce sera moins pertinent. Donc toujours essayer de rester à peu près souple ou agile, comme on dit maintenant dans le management. Mais c'est cette idée-là, justement, d'essayer de reposer la question du pourquoi est-ce que l'on fait. Pourquoi est-ce qu'on fait des choses. Et puis justement, c'était aussi de s'interroger de manière, et je finirai par là, s'interroger le plus possible sur le sens de ce que l'on fait, et surtout d'essayer d'interroger les méthodes de l'archéologie préventive, qui maintenant, en fait, ont été définies maintenant, il y a bien plus de 25 ans. Et effectivement, ça peut paraître, ça nous est paru assez simple de sortir, en tout cas de faire le pas de côté pour se dire, non, là, on va arrêter de faire fouille post-fouille. Là, on ne peut pas faire autrement. Mais on est quand même bien pris dans toute une série de gangs, d'habitudes et de fonctionnements qui font qu'effectivement, ce n'est pas toujours si évident que ça que de faire le pas de côté. Voilà. On vous remercie.